On est en juin 1967. Et là, au Moyen-Orient, une étincelle est sur le point de tout embrasser. Vraiment tout. En 6 petits jours, un conflit fulgurant va complètement redessiner la carte de la région. Et son destin, eh bien, il va en être changé pour toujours. Oui, 6 jours. Ça paraît court, n'est-ce pas? Et pourtant, cette guerre éclair, ses conséquences, ses ondes de choc, on les ressent encore très, très fortement aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. La tension, elle est palpable, électrique. D'un côté, on a Israël. C'est un tout jeune État, il a même pas 20 ans, et il se sent complètement encerclé, vulnérable. Une petite île au milieu d'un océan hostile. Et de l'autre côté, eh bien cet océan. Les nations arabes, beaucoup plus nombreuses, et qui sont, pour la plupart, unies sur un point. Pour elles, Israël est une erreur de l'histoire, une anomalie qu'il faut effacer. On est vraiment sur une poudrière. Depuis sa création en 1948, Israël vit en fait sur un qui-vive permanent. Faut voir que ces frontières, ce sont juste des lignes d'armistice. Beaucoup les considèrent comme impossibles à défendre sur le long terme. Et la menace, elle vient de partout, vraiment. Au nord, par exemple, la Syrie bombarde régulièrement la Galilée depuis les hauteurs stratégiques du Golan. À l'est, c'est la Jordanie qui contrôle la Cisjordanie et surtout la partie est de Jérusalem, la vieille ville. Et puis au sud, il y a le poids lourd, l'Égypte, dirigée par Gamal Abdel Nasser. Lui, c'est le leader du nationalisme arabe et son discours est très clair. Israël n'a pas sa place ici. Et puis arrive mai 1967. Et là, tout bascule. La tension qui couvait depuis des années va soudainement exploser. On entre dans le point de non-retour. C'est Nasser, le président égyptien, qui va mettre le feu aux poudres en 3 étapes, 3 décisions vraiment explosives. D'abord, il demande au casque bleu de l'ONU, qui était là comme force tampon, de quitter le Sinaï. Pouf, parti. Ensuite, il masse ses troupes à la frontière. On parle de 100 000 hommes, 1000 chars, c'est énorme. Et enfin, le coup de grâce, si on peut dire, il bloque le détroit de Tiran. Et ça, ce blocus, il faut bien comprendre que ce n'est pas un détail. Pour Israël, c'est une ligne rouge absolue. Lui couper son accès vital à la mer Rouge, ce n'est pas juste une provocation diplomatique. Non, c'est considéré comme un casus belli. Autrement dit, un acte de guerre. À partir de là, la voie diplomatique, elle est quasiment morte. L'ambiance devient vraiment irrespirable. D'un côté, dans les capitales arabes comme le Caire, il y a des scènes de liesse. Des foules célèbrent déjà la victoire, la destruction d'Israël. Les radios sont en boucle et appellent à jeter les Juifs à la mer. De l'autre côté, en Israël, c'est une angoisse terrible, une peur existentielle. On mobilise les réservistes, on prépare les abris, on va même jusqu'à creuser des fosses communes dans les parcs. C'est dire à quel point on s'attend pire. Pour les dirigeants israéliens, le dilemme est cornélien. C'est un choix absolument impossible. Soit ils attendent de se faire attaquer par plusieurs armées en même temps, une attaque qui s'annonce massive et potentiellement fatale, soit ils prennent l'initiative, ils frappent en premier. Mais ça veut dire passer pour l'agresseur aux yeux de la communauté internationale. Alors que faire? Finalement, la décision est prise. Israël ne va pas attendre d'être anéanti. L'état-major lance une attaque préventive. Et la cible est choisie avec une précision chirurgicale. Ça ne sera pas les troupes au sol, mais l'aviation, le centre de gravité de toute la force militaire arabe. Nous sommes le 5 juin. Il est 7h45 du matin. C'est l'heure précise où tout bascule. Alors que les hauts gradés égyptiens sont tranquillement en train de prendre leur café, la quasi-totalité de la flotte aérienne israélienne, elle, est déjà en vol. L'opération Focus vient de commencer. Et le plan est d'une audace incroyable. Les jets israéliens volent extrêmement bas, en rase-motte, au-dessus du désert et de la mer, pour passer complètement sous les écrans des radars égyptiens. L'objectif, arriver par surprise totale et détruire les avions ennemis directement sur le tarmac, avant même qu'ils aient une chance de décoller. Et le résultat, il est foudroyant. En moins de 3 heures, c'est fait. L'aviation égyptienne, qui était la plus puissante de tout le monde arabe, est anéantie. Des centaines d'appareils détruits au sol, les pistes de décollage rendues inutilisables. C'est un coup de maître absolu. Et ce n'est pas fini. Dans la foulée, c'est au tour des aviations jordaniennes et syriennes d'être littéralement pulvérisées. Donc, à la fin de cette seule et unique première journée, Israël a la supériorité aérienne totale sur tout le champ de bataille. Et ça, c'est la clé. Parce que sans protection dans les airs, les armées de terre arabes sont des cibles faciles. La guerre, en un sens, est déjà pliée. Puis, le 3e jour, arrive un moment chargé d'une émotion et d'une symbolique absolument immense. Les parachutistes israéliens pénètrent dans la vieille ville de Jérusalem et atteignent le mur des lamentations. Et c'est là qu'un message radio, devenu depuis légendaire, retentit. « Har Habayit beyadenu » Le mont du temple est entre nos mains. Au bout de 6 jours, la guerre est terminée.
Et la carte du Moyen-Orient, elle, n'est plus du tout la même. Elle est méconnaissable. Les conséquences sont juste gigantesques. Pour se faire une idée, le premier changement, il est géographique. En à peine une semaine, le territoire contrôlé par Israël a plus que triplé. C'est colossal. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Israël a pris à l'Égypte toute la péninsule du Sinaï et la bande de Gaza, à la Jordanie toute la Cisjordanie et Jérusalem-Est, et à la Syrie le plateau du Golan. Ce sont ces fameux territoires occupés qui vont devenir le cœur du problème pour les 50 années suivantes, et même plus. Le coût humain, lui, reflète parfaitement cette victoire éclair. Le déséquilibre des pertes est saisissant. Près de 20 000 morts côté arabe contre moins de 800 côté israélien. Ces chiffres racontent à eux seuls l'efficacité de la stratégie israélienne et l'effondrement total des armées arabes. Mais attention, une victoire militaire, aussi écrasante soit-elle, ne règle pas tout. En fait, c'est même là que commence un nouveau chapitre, un casse-tête politique et humain qui, aujourd'hui encore, n'est pas résolu. La réaction du monde arabe à cette défaite humiliante, elle est radicale. Quelques semaines plus tard, les dirigeants arabes se réunissent à Khartoum et adoptent une résolution célèbre. Les 3 noms. C'est simple, non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d'Israël et non aux négociations avec Israël. La porte est fermée à double tour. Et les conséquences sur le long terme sont énormes. D'abord, la cause palestinienne, incarnée par l'OLP de Yasser Arafat, prend une toute autre dimension et s'oriente vers la lutte armée. Ensuite, pour Israël, c'est un paradoxe. Le pays se sent plus en sécurité grâce à ses nouvelles profondeurs stratégiques, mais il se retrouve à administrer une occupation militaire de millions de Palestiniens. Et enfin, la région devient plus que jamais un échiquier où les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent par alliés interposés. Voilà, donc tout le paradoxe de cette fameuse guerre des 6 jours. D'un côté, une victoire militaire spectaculaire, nette, sans bavure. Et de l'autre, le début d'un conflit politique, d'une occupation et d'une situation qui semble inextricable. En 6 jours, c'est vrai, Israël a assuré sa survie à court terme. Mais cette victoire a aussi planté les graines d'un conflit qui façonne encore, à l'heure où l'on se parle, toute la région. Ce qui nous laisse avec cette question finalement assez vertigineuse, comment est-ce possible qu'une guerre aussi courte ait pu produire une histoire aussi interminable ?